Bonjour, tout d'abord. Merci de me recevoir et merci à toi, David, pour l'invitation. Donc, comme David l'a dit, je suis Géraldine, donc Géraldine Villemain, et je suis virologiste. Je travaille actuellement pour le NIH, donc aux États-Unis. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est un peu de vulgarisation autour de la COVID-19, puisqu'on en parle beaucoup depuis début 2020. Et donc, aujourd'hui, je vais vous partager mon point de vue sur cette pandémie que je considère être une pandémie d'une nouvelle ère. Donc, d'abord, je vais vous parler un petit peu excusez-moi, le pointeur. Donc, je vais vous parler un petit peu de mon laboratoire. Donc, je travaille pour le docteur Eric Fried, donc, qui est initialement donc, un laboratoire de VIH, où j'ai été recrutée pour étudier donc, le virus SARS-CoV-2 responsable de la COVID-19. Ce laboratoire se situe dans la ville de Frédéric, donc c'est le laboratoire de l'Institut national du cancer aux États-Unis, donc National Cancer Institute, dans le Maryland, sur la côte Est. Donc, donc, tout d'abord, on va faire un petit point sur la situation aujourd'hui avec la COVID-19. Donc, aujourd'hui, la COVID-19 a fait environ 6 millions de morts, environ 399 millions de cas cumulés depuis le début de la pandémie. Et dans les dernières 24 heures, il y a eu 2 millions, enfin environ 3 millions de cas recensés dans le monde. Et ce que vous pouvez observer ici, c'est que depuis le début de la pandémie, il y a eu plusieurs variations du nombre de cas reportés dans le monde, avec un pic dans ces derniers mois, donc à partir de janvier, donc en fin d'année 2021, début année 2022. Et on reviendra en fin de présentation sur ce fait. Alors, tout d'abord, comment tout a commencé? Donc, le 12 décembre 2019 a été reporté un cluster de patients donc à Wuhan, donc une ville qui se situe dans la province de Hubei, en Chine. Et le 31 décembre, donc, l'Organisation mondiale pour la santé, donc l'OMS, a annoncé des cas de pneumonie d'étiologie inconnue dans cette ville de Wuhan. Et le 7 janvier 2020, les autorités chinoises ont identifié et isolé, donc par séquençage, ont pu identifier donc ce coronavirus à l'origine aujourd'hui de la pandémie, mais donc à cette époque d'une pneumonie jusque-là inconnue. Et puisque le virus a pu être séquencé début janvier, il a pu être identifié hors Chine, donc en Thaïlande pour la première fois. Donc, c'était le premier cas de virus euh, exporté de Chine, donc le 13 janvier 2020, qui a été reporté en Thaïlande. Et le 12 mars, le premier cas a été reporté par l'ARS, donc l'Agence régionale pour la santé, en Guadeloupe. Premier cas de Covid 3 mois après. Donc, puisque ici, aux États-Unis, le premier cas est apparu le 17 janvier dans l'État de Washington, sur la côte ouest. Donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs cas de transmission interespèces de coronavirus, donc de manière asymptomatique. Il y a régulièrement des cas de franchissement de la barrière de l'espèce entre coronavirus vers l'homme, et qui, comme je l'ai dit, sont asymptomatiques. Mais il y a eu aussi des cas où il y a eu des épidémies liées à ces coronavirus. Donc, on connaît le SRAS, donc Severe Acute Respiratory Syndrome, donc de 2002 à 2003. Ensuite, MERS, Middle East Respiratory Syndrome, de 2012 à actuellement. Et puis, en dernier lieu, donc, ce qui a été d'abord appelé 2019 nCoV, puis ensuite COVID-19 pour Coronavirus Disease 2019, donc qui a été, le nom a été changé le 11 février, et donc qui est apparu en 2019 et qui est encore présent aujourd'hui. Alors, revenons sur le SRAS tout d'abord. Donc, c'est une maladie virale respiratoire donc, qui a duré 6 mois. Le premier cas de pneumonie atypique a été reporté dans la province de Guangdong, dans le sud de la Chine. Excusez-moi, parce que bien évidemment, la barre apparaît directement sur ma slide, donc je ne vois pas grand-chose. Donc, je vais rapidement couper ça.
Déplacer. OK, voilà. Euh, Désolée. Les aléas du direct, comme on dit, hein. Euh, Rapidement. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc, je disais que euh, donc initialement, la pneumonie a été identifiée dans la province de Guangdong, dans le sud de la Chine, le 16 novembre 2002. Et donc, ce virus a été identifié fin février 2003 en Chine et s'est propagé à 26 autres pays, donc où il y a eu 8000 cas recensés. Alors, le réservoir de ce virus, c'est donc la chauve-souris et l'hôte intermédiaire est la civette des palmiers de Chine. Concernant le MERS, donc c'est également une maladie virale respiratoire et le premier cas identifié en Arabie Saoudite en 2012. Puis ce virus s'est répandu à 27 pays où il y a eu 2578 cas confirmés à ce jour et environ 35% des patients reportés infectés par MERS-CoV ont décédé. Donc, ça représente 888 patients, d'après ce qui a été recensé. Le réservoir à ce jour est la chauve-souris, enfin, le réservoir est la chauve-souris, et puis l'autre intermédiaire est le dromadaire. Et puis, concernant donc, la COVID-19, alors là encore, le réservoir donc, est la chauve-souris, mais l'hôte intermédiaire qui a été énoncé est le pangolin. Donc, des études sont encore en cours pour confirmer que le pangolin est bien l'hôte intermédiaire, mais des éléments montrent que la séquence du coronavirus présent chez l'homme est assez proche de celle de coronavirus présent chez le pangolin, donc ce qui permet d'énoncer l'hypothèse que le pangolin serait l'hôte intermédiaire. Alors, je pense qu'il est intéressant de se pencher de revenir sur l'histoire des pandémies pour mettre un peu en perspective donc, cette pandémie Covid-19. Donc, on a tous entendu parler de la peste bubonique qui a fait 200 millions de morts, de la variole qui a fait 56 millions de morts, la grippe espagnole qui en fait entre 40 et 50 millions de morts, et puis on connaît également le VIH, donc entre 25 et 35 millions de morts. À côté de ça, donc, la Covid-19 a causé, comme je l'ai dit, jusque-là, environ 6 millions de morts, donc 5,7 millions. Ce qui fait que la Covid-19 se place en 7e position des pandémies les plus meurtrières. Donc, dit comme ça, on se dirait, bon, c'est pas bien grave comparé à d'autres pandémies, il y a eu pire. Mais si on se place dans un contexte actuel avec les nouvelles technologies, avec l'évolution de la médecine, on aimerait penser qu'on pourrait éviter un tel taux de décès. Eh bien, moi, j'ai envie de dire que peut-être qu'il y aurait eu plus de décès si on était en 1300 ou en 1500, qui sait. Et que malgré tout, donc même si effectivement il y a bien moins de décès que ce qui a été observé pour de précédentes pandémies, cette pandémie est quand même apparue comme dévastatrice pour toute la population à travers le monde. Et donc, je pense que les éléments suivants contribuent à ce sentiment, puisqu'il y a tout d'abord un impact socio-économique. Plusieurs entreprises à travers le monde ont dû fermer après une perte d'activité prolongée. Il y a également eu une mise en avant des dangers des réseaux sociaux et de la désinformation, puisque de nombreuses informations erronées, voire mensongères, ont été diffusées par les réseaux sociaux. Il y a eu peur, un scepticisme de la population donc à travers le monde qui a douté des mesures prises par les différents gouvernements. Il y a aussi eu une mise en place de mesures drastiques pour stopper la propagation du virus, donc avec les couvre-feux ou alors les confinements partout dans le monde qui ont causé des isolements. Les isolements ont mis en avant
ont mis en évidence une détresse mentale chez de nombreuses personnes, malheureusement. Et puis, il y a aussi l'impact sur les enfants, sur les jeunes, puisque les cours en distanciel ont évidemment impacté la scolarité. Les parents n'étant pas toujours en mesure d'accompagner leurs enfants pour leur apprentissage. Donc, le fait de ne pas pouvoir aussi sociabiliser avec les camarades conduit à une détresse même chez les jeunes. Donc, voilà, différents aspects qui, pour moi, font de cette pandémie une pandémie dévastatrice. Alors, de manière intéressante, donc assez rapidement, on a pu avoir des connaissances sur le virus, puisque même pendant le confinement, les laboratoires de recherche ont quand même ont continué à travailler et ont ciblé leurs efforts sur la compréhension du virus. Donc, quelques données rapides sur ce virus. Donc, c'est un virus enveloppé. Donc, les virus enveloppés ont la particularité d'être sensibles aux détergents. Donc, c'est pour ça qu'il était demandé de se laver les mains régulièrement ou d'utiliser les solutions hydroalcooliques pour limiter la propagation. C'est un virus qui contient une enveloppe qui entoure une capside et qui enferme un génome ARN de 26 à 32 kilobases. Alors, un élément important de ce virus est la protéine spike, donc qui va décorer le virus. Et je reviendrai sur cette protéine. Alors, ce virus, donc le virus SARS-CoV-2, est un pathogène diffusé par aérosol, donc il va entrer au niveau des voies aériennes, donc le nez et la bouche. Les symptômes connus sont la toux, la fatigue, la fièvre, voire une détresse respiratoire, et d'autres symptômes plus atypiques des coronavirus qui ont été reportés. Alors, revenant à l'entrée du virus au niveau des cellules, qui est médiée par cette protéine spike. Donc, la protéine spike va s'associer au récepteur ACE2, qui va ensuite peut être clivé par une protéase accessoire, donc ITMPRES2, qui va faciliter donc l'activation de la protéine spike, qui ensuite va permettre la fusion de la membrane virale avec la membrane de la cellule hôte. De manière intéressante, donc ce récepteur du virus ACE2, donc, qui est l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2, va être retrouvé au niveau de cellules du nez, des poumons, du foie, du cœur, du cerveau, du placenta. Et donc, cette localisation au niveau de différents organes explique pourquoi il y a des atteintes, des symptômes reportés tels que perte d'odorat ou de goût en présence de ce virus. Alors, je parlais de la protéine spike qui est un élément central de la virulence du virus, la virulence de SARS-CoV-2. Alors, pourquoi? Donc, la protéine spike, comme je le disais, est présente à la surface du SARS-CoV-2. Donc, cette protéine se décompose en deux sous-unités, donc la sous-unité S1 et la sous-unité S2, donc qui contient le domaine transmembranaire. La sous-unité S1 va s'associer au récepteur ACE2. Et ce qu'on observe entre les deux sous-unités, c'est une séquence d'aminoacides. Donc, cette séquence représente un site de clivage furine. Donc, de manière intéressante, ce site clivage furine n'était pas présent au niveau du SARS-CoV, donc celui responsable du SRAS de 2002, mais est retrouvé chez le SARS-CoV-2. Et il faut savoir que ce site de clivage furine est un site de clivage retrouvé au niveau des glycoprotéines virales et qui va favoriser leur incorporation au niveau du virus et donc favoriser l'infection derrière. Alors, donc comme je disais, ce site de clivage n'était pas présent au niveau de l'ancien SARS-CoV, mais présent au niveau du SARS-CoV-2. Autre point intéressant, donc, il a été noté que la protéine spike a une forte affinité donc, pour la protéine spike de SARS-CoV-2, a une forte affinité pour le récepteur donc ACE2, ce qui pourrait expliquer la forte virulence observée avec ce virus.
Donc, les laboratoires pharmaceutiques ont mis en place différentes solutions thérapeutiques pour lutter contre la propagation du virus. Et la solution la plus connue donc, est la vaccination, donc, puisque c'est la réponse principale qui a été adoptée. Il y a à ce jour donc, 140 vaccins en essais cliniques et 194 en développement préclinique. Et les vaccins, le principe de la vaccination, donc, cible essentiellement la protéine spike du virus. Il y a également donc, une autre réponse mise en place, donc les antiviraux, donc Paxlovid de Pfizer et Molnupiravir de Merck, qui, contrairement à la vaccination, cette fois, sont des contrairement à la vaccination qui cible donc, la protéine spike, cette fois, donc, les antiviraux sont des des inhibiteurs de protéase virale, donc qui va directement empêcher la réplication du virus. Donc, à ce jour, donc ces deux antiviraux ont été approuvés donc, par la FDA aux États-Unis. En Angleterre, donc, Pfizer a été approuvé. Et d'après les données que j'ai pu trouver, donc, Merck a initialement été approuvé en France, mais la France s'est retirée, donc, puisque les données n'étaient pas suffisamment concluantes selon eux. Donc, Pfizer serait le prochain candidat qui serait accepté par la France. Une autre solution mise en place, donc l'injection d'anticorps monoclonaux pour limiter donc, les formes graves d'infection. Donc, contrairement à la vaccination, directement, on injecte les anticorps à l'individu avec cette solution thérapeutique. Alors, parlant de vaccination, le vaccin à ARN messager a fait grand bruit. Donc, revenons sur cette technologie. Donc, le vaccin à ARN messager a été commercialisé par Moderna et Pfizer. Donc, dans le principe, donc, on s'intéresse à la protéine spike présente au niveau du virus. Donc, un ARN messager qui code pour cette protéine sera synthétisé en laboratoire, puis injecté donc, à l'individu. L'ARN messager va ensuite entrer dans la cellule humaine et ensuite permettre la production de cette protéine spike à la surface de la cellule. Donc, les anticorps vont être créés donc, par le corps pour identifier donc, cette protéine spike. Et donc apporter une réponse immunitaire sélective spécifique de cette protéine spike du SARS-CoV-2. Et lorsque par la suite, l'individu sera infecté par le virus, directement la réponse immunitaire sera mise en place puisque les anticorps spécifiques du SARS-CoV-2 seront déjà présents chez l'individu. Donc, je pense qu'il est important de noter, donc avec ce principe du vaccin ARN messager, que le but de la vaccination n'est pas de limiter les infections, mais bel et bien de limiter la maladie qui pourrait survenir en cas de contact avec le virus. Donc, la question ensuite est de se demander si le vaccin a été efficace ou pas. Et donc, ici, ce sont des données du centre du CDC aux États-Unis qui peuvent être généralisées à travers le monde. Et en fait, ce qui a pu être observé, c'est qu'il y a une diminution du nombre de cas en présence de cas de COVID chez les vaccinés versus chez les non-vaccinés. Mais de manière plus intéressante, il y a une diminution du nombre de décès chez les vaccinés versus chez les non-vaccinés. Et il a été reporté qu'une personne non vaccinée avec 4 fois moins de risque de tester positif au COVID et 15 fois moins de risque de mourir de la maladie COVID. Mais comme vous pouvez l'observer, en fin d'année 2021, début d'année 2022, il y a eu une grande augmentation du nombre de cas observés depuis le début de la pandémie. Alors pourquoi? Ça, nous le savons tous, c'est à cause des variants de SARS-CoV-2. Des variants de SARS-CoV-2 qui ont induit une montée du nombre de cas
considérable. Alors, qu'est-ce qu'un variant déjà pour commencer? Donc, un variant va euh, donc, on va appeler un variant d'intérêt, un variant of concern en anglais. Donc, ça va être une version du virus qui va comporter un ensemble de mutations au niveau de la protéine spike. Donc, tout d'abord, il a pu être observé donc, le variant alpha, qui est survenu en Angleterre, le variant bêta, donc en Afrique du Sud, le variant gamma, pardon, au Brésil, le variant Delta en Inde, et puis le variant Omicron qui est apparu un peu partout en novembre 2021, et donc qui a causé cette flambée du nombre de cas en fin d'année. Donc, comme je le disais, de manière intéressante, ce qui a pu être observé, c'est que malgré ce grand nombre de cas, il n'y a pas eu, il y a eu malgré cette augmentation du nombre de cas en fin d'année, donc chez les vaccinés ou non vaccinés, il a pu être observé qu'il y avait clairement pas d'augmentation du nombre de décès en présence de la vaccination, donc ce qui est très encourageant. Donc, en conclusion, je dirais que qu'en présence de ce virus, nous avons pu observer, donc en présence de cette pandémie, nous avons pu observer une nouvelle évolution de coronavirus qui a conduit à une pandémie d'une ère nouvelle. Que de nouvelles approches ont été mises en place pour contrer la propagation, donc que ce soit au niveau des laboratoires pharmaceutiques avec de nouvelles thérapies qui ont été mises en place, ou encore les mesures telles de confinement, les couvre-feux imposés un peu partout. Il y a un effort continu pour comprendre le virus et ses évolutions, puisque assez rapidement, donc, la possibilité de se faire tester un peu partout dans le monde vient du séquençage rapide du virus. Si le fait de pouvoir identifier le virus très tôt, hors de la Chine, vient de la réponse rapide donc, des laboratoires pour analyser et étudier le virus. Et puis, à ce jour, les laboratoires continuent leur effort pour comprendre le virus, puisque, comme on l'a montré, il y a différents variants qui surviennent, qui sont survenus dans le temps. Donc, il est important de pouvoir déterminer les risques associés à la propagation de ces différents variants et comprendre également les défenses naturelles mises en place par le corps humain pour lutter contre l'infection. Alors, les laboratoires pharmaceutiques cherchent continuellement à perfectionner leur technologie. Donc, ça aussi, ça vient du fait que qu'il y a des variants, donc l'évolution naturelle du virus. Donc, il faut également pouvoir proposer des solutions à la population, puisque nous ne voudrions pas retourner à un confinement généralisé. Et puis, le fait d'avoir permis la réouverture des frontières et des échanges entre pays est très important. Et donc, nous n'aimerions pas retourner à une telle situation, à la situation que nous avons connue début 2020. Et donc, moi, je dirais que donc, il y a espoir possible pour une immunité suffisante pour vivre avec le virus. Donc, on ne va pas aller jusqu'à dire que le virus va disparaître du jour au lendemain. Ce n'est pas non plus l'espoir qu'on peut avoir aujourd'hui, mais si déjà il peut y avoir, spécialement avec le nombre de cas d'infection qu'il y a eu en fin d'année, une immunité suffisante pour coexister avec le virus et, espérons-le, arriver à une infection type infection saisonnière, on pourra retourner à une vie, on dira, normale. Voilà. Merci. Merci, merci Géraldine. C'était très clair, très bien comme exposé. Donc merci, hein. Je pense que tu nous as appris pas mal de choses hein, sur le virus. Donc si vous avez des questions, donc c'est le moment. S'il y a des questions, voilà, si vous avez des questions, donc n'hésitez surtout pas. C'est le moment maintenant. Ah, peut-être que je peux commencer les questions. J'avais une question, moi, David, si tu peux me permettre. D'accord. Oui, vas-y, Eric. Oui, tu peux.
Ok, bonjour à tous. Donc, Eric Stater, je suis maître de conférence en informatique. Tout d'abord, merci pour cet exposé que j'ai trouvé très clair, très intéressant. Alors, moi, j'avais une question. Je voulais revenir sur la protéine spike. Donc, on a bien compris, effectivement, c'est une protéine donc, qui était générée, effectivement, par la stimulation du vaccin. Et donc, je me posais une question. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui, est-ce qu'on a suffisamment de recul aujourd'hui sur l'effet que ça peut avoir sur les individus, sur l'organisme, et puis l'effet à plus long terme? Parce que je crois que ça a été quand même une source de beaucoup d'inquiétude de ceux qui peut-être avaient des doutes à prendre le vaccin. Oui, donc merci. Donc, si je comprends bien votre question, vous voulez savoir si la protéine spike en elle-même produite par le vaccin peut avoir des effets délétères sur le corps humain ou la vaccination, le type de vaccination. Non, c'est plutôt sur la protéine spike, parce que ce qu'on a compris effectivement, c'est qu'avec l'ARN messager, donc c'est le corps qui était amené à produire la protéine spike. Et c'est vrai qu'on se pose la question sur cette protéine spike qui est produite visiblement en très grand nombre. Est-ce qu'on a aujourd'hui suffisamment de recul pour savoir quel pourrait être l'impact sur le corps humain à court terme, à moyen, peut-être aussi à plus long terme? D'accord. Donc, d'après les données que j'ai pu observer, Euh, donc, je n'ai pas trouvé d'études à proprement parler sur les effets qui ont été cités, puisque je sais qu'effectivement, il y a eu enfin, il y a eu beaucoup de- ah, je suis désolée, c'est le moment où mon français me quitte. Bon, donc, il y a eu énormément de commentaires sur des effets liés à la vaccination, donc liés à la protéine derrière. Euh, je dirais que ce qu'on peut observer déjà chez des personnes infectées, c'est qu'il y a toujours des séquelles. C'est-à-dire que même, c'est ce qu'on appellera le Covid long, enfin, c'est-à-dire que même après avoir été infecté, même après avoir guéri, c'est-à-dire testé négatif après une infection, on retrouvera toujours des séquelles. C'est-à-dire que la perte d'odorat ou la perte de goût seront encore présents après l'infection à proprement parler, pour ne citer que ces deux symptômes. Donc, selon moi, le virus en lui-même, de toute façon, va causer, donc il va atteindre d'autres niveaux. Enfin, c'est-à-dire qu'il y aura des conséquences autres que la simple infection avec les symptômes connus et communs au coronavirus. Donc, et je pense que c'est aussi pour ça que la recherche continue, puisqu'on manque effectivement, donc ce fameux on manque de recul, mais c'est vrai que c'est une épidémie qui est encore, une pandémie qui est encore en cours, et donc en fonction du nombre de cas qui vont, en clinique faire remonter tel ou tel effet secondaire du vaccin ou même conséquences de l'infection aussi, hein, puisque parfois on associe les choses au vaccin, mais il faut penser au fait que le vaccin sert à quoi? Il sert juste à stimuler la réponse immunitaire dirigée vers le virus. Et au final, les atteintes sont peut-être liées plus à la réponse immunitaire en elle-même qu'au virus. Et c'est pour ça qu'on va retrouver des effets au niveau de la vaccination aussi. Je ne sais pas si c'est assez clair ce que je suis en train de dire. Non, si, pour moi c'est très clair, merci. Et du coup, alors j'avais peut-être une deuxième question, si tu me permets, David. Oui, tu peux y aller. Tu peux y aller, Eric. Oui, je voulais savoir finalement, de par l'expérience qu'elle a, comment elle se positionne vis-à-vis de la vaccination des enfants, parce qu'on sait aussi que c'est une source d'inquiétude, en particulier chez les plus jeunes. Aujourd'hui, on entend qu'on peut vacciner des enfants de 5 ans. Comment elle se positionne vis-à-vis de ça? Est-ce qu'elle pense effectivement que c'est sans risque? Est-ce qu'on peut y aller? Est-ce que le bénéfice-risque penche en faveur des enfants? Donc voilà, avoir un petit peu le ressenti sur la question de la vaccination des enfants. Alors, c'est une question qui me touche particulièrement puisque j'attends un enfant. Donc, et puis, j'ai entendu aussi parler de vaccination à partir de 6 mois. Donc, forcément, ce sont des choses qui nécessitent réflexion. Euh, donc, ce que je dirais, c'est que jusque-là, d'après ce que j'ai pu observer, il n'y avait pas beaucoup de cas chez les enfants et que malheureusement, sur cette dernière vague
de propagation du virus, les enfants et les bébés ont aussi été touchés. Donc, je comprends le besoin, la nécessité, enfin, cette volonté donc, de vacciner les plus jeunes, spécialement si jusque-là, donc, selon les données, il n'y a pas de risque pour, pour, euh, pour eux d'être vaccinés. Mais mon positionnement à moi est que, ben, bien évidemment, chacun fait ce qu'il veut, mais mon positionnement à moi est que j'aimerais d'abord qu'on continue les études pour comprendre un peu plus ce qui se passe, puisque comme je le dis, selon moi, les enfants infectés, c'est assez récent quand même, c'est-à-dire cette montée de cas chez cette population. Pour moi, est assez récente. Et donc, j'aimerais qu'on ait un peu plus d'informations pour comprendre pourquoi, qu'est-ce qui a changé, pourquoi maintenant il y a plus de cas d'enfants infectés. Et ensuite, on verra quelles solutions proposer, si vaccination ou pas pour les enfants. Mais selon moi, il y a actuellement quelque chose de différent qui se passe avec la pandémie. Comme je l'ai démontré, il y a plus de cas aujourd'hui. Donc, actuellement, il y a une diminution du nombre de cas. Donc, ça veut dire qu'il y aura un phénomène dans les mois à venir, encore différent de ce qui a pu être observé jusque-là. Donc, moi, j'attendrai. J'attendrai de voir l'évolution des prochains mois avant de prendre une décision, personnellement. Après, chacun fait ce qu'il veut, évidemment. Mais de mon point de vue, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe actuellement au niveau de la propagation du virus et de la pandémie, du devenir de la pandémie de manière générale. Et je pense il sera intéressant d'observer dans les mois à venir ce qui se passe avant de prendre des décisions. Voilà. Merci beaucoup. Je n'ai pas d'autres questions. Je laisse aussi la parole aux autres. Merci beaucoup. Merci. À vous. Merci, Eric. Oui, alors si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas. On a le privilège d'avoir Géraldine, voilà, avec nous, qui Le privilège. régulièrement. Donc, n'hésitez pas pour les questions. Donc, tu veux une question? On a une question pour toi, Géraldine. Oui. C'est Gélixa qui va te la poser. Bonjour Géraldine, bonjour tout le monde. Moi, je suis Gélixa, je suis doctorante à l'Institut Pasteur de Guadeloupe. Et j'ai une question au niveau des vaccins. On a vu que récemment, là, on a parlé du vaccin ARN messager, mais récemment, on a parlé aussi du Novavax, qui n'est pas du tout sur le même principe. Est-ce qu'on pourrait avoir une différence d'efficacité au niveau du taux de contamination cette fois? Pas du taux de forme grave, mais vraiment du taux de contamination. Du taux de contamination, c'est-à-dire du nombre de cas d'infection en présence, enfin chez les personnes vaccinées par Novavax, c'est ça? C'est la question? Petit souci réseau. Est-ce que tu nous as entendu, Géraldine? Tu as entendu la question ou bien oui, je demande. Un petit souci réseau. Non, je demande si donc il s'agit du nombre de cas d'infection chez les personnes vaccinées avec Novavax. C'était la question? Du nombre de contaminations. Ah, on ne m'entend pas. Ah, ton micro est... Attends, on t'entend pas. On t'entend pas très bien. Est-ce que tu nous entends? Tu nous entends, Géraldine? Oui, je vous entends. Oui, je vous entends. Ah, super. Là, on t'entend. Oui, oui. Donc, est-ce que tu as compris, tu as entendu la question de Gélixa? Oui, j'ai entendu la question. Je demandais si, en fait, elle demandait le nombre d'infections en présence du vaccin Novavax. Enfin, je ne suis pas sûre d'avoir compris la question, justement. En fait, moi, je voulais savoir s'il y aura une différence au niveau du taux de contamination entre
une population vaccinée par un vaccin ARN messager et une population vaccinée par un vaccin du type Novavax. Je voulais savoir s'il y aurait une différence au niveau du taux de contamination, pas du taux de cas graves. Voilà. Donc, alors, déjà, je reviendrai sur le point que j'ai fait dans ma présentation et c'est vraiment important de noter que le but justement de la vaccination n'est pas d'empêcher l'infection, puisque dans le principe, la vaccination va servir à préparer le corps humain à une éventuelle exposition au virus, puisqu'il y aura déjà en place des anticorps qui vont ensuite permettre de contrer directement le virus et empêcher donc, la maladie de s'installer chez l'individu. Donc, c'est ça le principe de la vaccination. Et ça, c'est commun à tous les vaccins, de toute façon. Ensuite, la différence entre Novavax et le vaccin ARN messager donc, de Moderna ou Pfizer, donc, c'est que Novavax, ça va être directement la protéine spike qui est dans des nanoparticules, donc qui va être injecté directement à l'individu. Donc, ça va être encore une autre approche, effectivement. Alors, moi, je n'ai pas vu de données exactement. Je ne pourrais pas dire si comparer les vaccins entre eux, je ne pourrais pas faire ça. Mais après, c'est une approche différente qui a été proposée et qui a été mise en place puisqu'il y avait des données encourageantes sur l'efficacité de ce type de vaccination. Mais si je réponds à la question, je ne peux pas dire que ce vaccin va empêcher le nombre d'infections, puisque, comme je le disais, ce n'est pas le principe de la vaccination au final. Je réponds bien à la question? Oui, oui, d'accord, merci. OK. Oups. On a un petit souci. Ah, on a un petit souci de réseau. Ok, c'est Oui, bien. j'entends. Hein. Tu J'entends, oui. entends? Tu entends? Ah Oui. oui, super. Ah oui, il y a une question dans le chat de Magali. Ah, comment ça va, Magali? Elle dit, j'ai beaucoup entendu parler des solutions alternatives au vaccin. Qu'en pensez-vous? Donc, qu'est-ce que j'en pense? Alors, la nouvelle solution prometteuse, ça va être les antiviraux. Les antiviraux, ce que j'en pense, c'est que déjà, c'est déjà la solution proposée pour les virus en général, donc c'est intéressant. Ensuite, le risque des antiviraux, ce sont justement les résistances aux antiviraux. Et c'est là donc je trouve que la technologie de Pfizer est intéressante puisqu'il cible donc il y a une combinaison d'inhibiteurs de protéases. Donc l'idée derrière ça, c'est que si le virus crée des mutations pour échapper donc, à la protection liée à donc, l'antiviral, il devra créer deux mutations différentes pour empêcher l'efficacité de l'antiviral. Donc j'attends de voir ce que ça donne, mais jusque-là, je pense que la solution proposée par Pfizer semble être intéressante. Super, merci. Merci Géraldine.